Je voudrais revenir, Geoffroy, un instant sur, une des réussites les plus inspirantes, de ADT et c'est moi qui le dis, de Geoffroy Verdier, c'est, libérons nos énergies. Peut-être, en revenant sur, ce que, moi j'appelle l'intuition de départ, mais c'est toi qui vas nous confirmer cela ou pas. On est en 2009, tu prends tes fonctions donc de directeur de ADT, dans un contexte somme toute très particulier puisqu'en avril de cette même année, ADT, comme on dit, dépose le bilan auprès du tribunal de grande instance de Nantes. Peut-être quelques chiffres, 1 500 000 € de dettes à ce moment-là qui sont gelés pour continuer l'activité. 500 salariés, 5 000 personnes aidées, 5 000 usagers. Et pour autant, dans un tel contexte, beaucoup penseraient uniquement réduction des coûts, restructuration, changement de modèle. Et toi, tu exprimes à cet endroit-là, à ce moment-là, une conviction, ce que j'appelle plutôt une intuition. Pour toi, les difficultés que connaissent l'association sont surtout liées à l'organisation, dont le levier principal est l'humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette intuition et ce qui l'a nourri à ce moment-là de ta vie? Ce qui l'a nourri dans ton passé ou ce que tu observais par ailleurs? Pourquoi avoir pensé ça à ce moment particulier de l'histoire de ADT? Bah, tout simplement parce que c'était la réalité. Voilà, donc j'ai absolument rien inventé, hein. C'est-à-dire que les premières personnes que j'ai rencontrées, notamment, enfin les salariés de terrain, mais aussi les responsables de secteur, j'ai vu, voilà, des professionnels super investis, super engagés. Voilà, enfin, dans les premières personnes que j'ai rencontrées, il y a des personnes qui m'ont fait des propositions de modification, enfin de petites économies tout à fait anecdotiques, mais pour dire voilà, enfin, ne nous envoyez plus les plannings. S'il faut, on est prêt presque à être moins indemnisé sur les remboursements kilométriques, etc., pour pérenniser l'association. Donc oui, oui, enfin, c'était une réalité, et donc je n'ai fait que réaffirmer le fait que voilà, ADT avait une longue histoire, était reconnu sur la loi Atlantique par l'ensemble des partenaires, et que cette histoire, on la devait au professionnalisme des salariés de terrain et d'encadrement, notamment dans les responsables de secteur. Donc voilà, donc effectivement, il y avait des enjeux économiques, mais que pour régler ces enjeux économiques, ça passait pas par des réductions drastiques d'effectifs, etc. De toute façon, dans un métier de service, évidemment, c'est assez évident que pour faire de l'aide à domicile, voilà, il faut qu'on ait des salariés, donc on va pas réduire le nombre de salariés pour faire le service. Après, on peut regarder un petit peu sur les services support, mais en l'occurrence, c'était pas tellement, il n'y avait pas de problème de sureffectif sur les services support. Il y avait peut-être une montée en compétences, une modernisation à effectuer, et c'est ce qu'on a fait. Pour autant, tu vas plus loin dans ce que tu dis. En 2009, tu dis il faut alors moderniser l'organisation, ça on l'a entendu, émanciper et valoriser les salariés. Donner du sens au travail, donner des perspectives, ça c'est un discours qu'on entend peu ou pas même très, très peu, lorsqu'une structure rencontre de telles difficultés. Pourquoi à cet endroit-là penser alors que, oui, on est plutôt, dans une logique de réduction des coûts, à cet endroit-là? Pourquoi penser, voilà, émancipons les salariés, donnons du sens au travail? J'ai plus le nom exact du podcast, les humains de l'ESS, mais en tout cas, oui, je crois que je suis profondément humaniste, et du coup, enfin, c'est une évidence que la solution d'une association d'aide à domicile qui compte 500 salariés et qui produit sa valeur ajoutée, sa richesse par le travail des salariés, ça passe nécessairement par la bienveillance et la valorisation des personnes à l'époque. Alors, sans doute que il faut être tout à fait honnête et dire que voilà, j'ai eu la chance de pas avoir de licenciement à effectuer parce que il y avait pas, encore une fois, de sureffectif, voilà, ou en tout cas des départs en retraite, ou des départs un peu opportuns, notamment sur les services supports, qui ont fait que voilà, il y avait aucun licenciement à faire, et que ça m'allait assez bien. Ça m'allait assez bien parce que voilà,
Enfin, évidemment, pour donner des perspectives aux salariés, si on commence par dire que voilà, il faut supprimer tel ou tel poste, il faut arriver après à l'expliciter ou à le travailler. Alors si c'est voilà, enfin si effectivement on doit en passer par là, ben on doit en passer par là, et a priori on doit pouvoir l'objectiver et pouvoir dire les choses tout à fait correctement. En tout cas, ça n'était pas le cas. Et ensuite, moi j'avais bien en tête que faire des économies, c'est pas un projet qui donne des perspectives, et deux, à force de faire des économies, eh ben, on n'est plus en capacité de rendre le service. Donc voilà, j'ai immédiatement compris qu'il y avait une ligne de crête. La ligne de crête, c'était d'aboutir à une gestion plus rigoureuse qu'elle n'avait pu l'être, pour autant sans faire des économies un dogme. Et donc, ça nous a paru normal de ne pas faire d'économies sur la formation. On a doublé le budget formation, et à l'époque, ça veut dire que alors on devait avoir un budget formation qui nous revenait de notre cotisation à une e-formation de 70 000 ou 80 000 euros à l'époque, et on a doublé la formation avec les premières années 50 000 euros d'autofinancement. Donc on faisait pas d'économie là-dessus, mais on l'avait intégré comme un investissement. On n'a jamais imaginé faire des économies sur les réunions d'équipe, qu'on a même sanctuarisées. On a évidemment jamais considéré faire des économies sur les salaires conventionnels, enfin en tout cas sur toutes les éléments de rémunération des salariés. On a revu le principe du remboursement kilométrique, donc on a quand même dû dénoncer un accord d'entreprise, renégocier un accord d'entreprise, et donc du coup c'est pareil en fait. Quand on dénonce un accord d'entreprise où on dit on va revoir la manière d'indemniser les remboursements kilométriques, enfin en face de nous on a des femmes parce que voilà qui négocient, et on peut pas leur dire voilà, enfin on revoit le remboursement kilométrique et c'est tout. Donc en fait à chaque fois voilà, en toute sincérité, en toute honnêteté, l'idée ça a été de mettre les choses sur la table telles qu'elles étaient, et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de conserver, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et qu'est-ce qu'on doit réformer. En l'occurrence, sur les remboursements kilométriques, on n'a pas non plus fait la révolution, puisque en fait, auparavant, il y avait un abattement en pourcentage. On pouvait presque se poser la question si effectivement il y avait une vraie économie. En fait, on a eu une économie de départ, mais en tout cas, ça a été vertueux, puisque cette franchise, ça nous a obligés, ça nous a encouragés à rapprocher le lieu de travail des salariés de leur lieu d'habitation, pour que un maximum de salariés soient en dessous de la franchise. Donc certes, s'ils sont à moins de 8 kilomètres, ils n'ont pas de remboursement pour cette première et cette dernière intervention, mais ils travaillent en proximité. Et s'ils sont juste, s'ils sont pas trop loin de leur domicile, eh bien ces remboursements kilométriques sont moindres. Donc voilà, en fait, après, moi, j'avais pas je suis arrivé, j'avais pas d'expérience de redressement d'une association. Donc voilà, la méthode que j'ai employée, c'est de prendre les choses telles qu'elles étaient, une par une, de rencontrer les uns et les autres. Alors, c'est amusant parce que au départ, j'ai rencontré des salariés qui m'ont fait des propositions que j'ai quelquefois écoutées, qui étaient pas forcément les bonnes. Puis ils m'ont aussi fait des propositions qui étaient les bonnes, hein, mais voilà. Mais voilà, en fait, on prend, pas de dogme, on écoute les uns les autres, on se fait sa propre idée, et une fois qu'on l'a, on la met en œuvre, et on fait ça avec méthode, en ayant bien en tête que quand on va réduire le nombre de copies ou revoir le contrat des photocopieurs, c'est nécessaire sans doute, mais ça n'a rien c'est epsilon dans le plan de redressement par rapport à un poste qui ne va pas être remplacé, ou à la renégociation des remboursements kilométriques, par exemple. Être à l'écoute, engager une réflexion qu'on peut qualifier de vertueuse, hein, qui met l'humain au cœur de cette réflexion. Ça a permis à DT de sortir de cette impasse. Et puis ça nous amène à 2017. 2017, il se passe des choses, notamment plusieurs rencontres, dont une qui semble t'avoir inspiré. C'est la rencontre avec l'entreprise Chronoflex,
donc une entreprise de ton territoire qui est spécialisée dans la réparation des flexibles hydrauliques, je crois. Alors ça paraît effectivement comme ça, vu de l'extérieur, un peu saugrenu, se dire voilà, le directeur d'une association d'aide à domicile rencontre le dirigeant d'une entreprise qui n'est pas du même secteur, et pour autant, il semble que cette rencontre a été déterminante pour la suite des événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors d'abord la première chose, c'est que 2017, on pourrait dire que ça correspond à 8 ans d'une carrière professionnelle à ADT. Sans doute le fait que peut avoir le sentiment du devoir accompli, ou en tout cas d'avoir oui, assuré une mission. Et donc voilà, on sent que la lassitude peut arriver, voilà, et qu'il y a besoin de rebondir. Et j'avais déjà eu l'occasion, enfin moi à chaque fois qu'on m'invite à parler de ce que je fais, enfin je trouve ça toujours intéressant, je trouve ça important, ça contribue à faire connaître l'aide à domicile, à rendre plus visible les salariés du prendre soin et des métiers du lien, donc voilà. Et on m'avait à un moment donné, voilà, enfin j'avais pu expliquer donc à l'époque le redressement, enfin ce dont on vient de parler, le management de proximité, et voilà, et plusieurs fois, on avait dû me dire et donc la prochaine étape, ça pourrait être l'entreprise libérée. J'avais plutôt des a priori, et en fait, j'ai eu la possibilité de cette rencontre, donc j'y suis allé en me disant bah voilà. Et effectivement, cette rencontre, elle m'a pas laissé indifférent, parce que je m'attendais à rencontrer un gourou, ou en tout cas à rencontrer quelqu'un qui vient vendre une méthode, ou qui vient présenter une méthode. Et en fait, j'ai trouvé Alexandre Gérard, donc le dirigeant en l'occurrence, tout à fait sympathique, humble. Bon voilà, c'est un détail, mais on était accueillis au moment d'un café, et voilà, je le revois aller chercher des tasses, ou en tout cas contribuer en tout cas à l'organisation de la pause café, et ça m'a fait sens. Et évidemment, dans tout ce qu'il a pu dire, il a plutôt parlé de lui, de valeurs, d'engagement, que de méthode, et donc ça m'a bien plu. Et donc il se trouvait que parmi ces personnes, en fait, j'avais une de ces collaboratrices que je connaissais, plus ou moins indirectement, et qui connaissait ADT, et qui m'a dit bon bah voilà, en fait, est-ce que ça t'a intéressé, etc. Donc je lui dis oui, oui, mais bon voilà, je vois pas très bien le lien entre l'activité de Chronoflex et notre activité d'aide à domicile, autorisée, administrée quelque part par notamment des financeurs comme le département. Et en fait, elle me dit mais finalement vous y êtes presque dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai entendu de vos fonctionnements. Voilà. Et donc ça a fait tilt. Je me suis dit bon voilà, je sais pas si on va aller vers l'entreprise libérée, mais peut-être que on peut aller plus loin. Et puis dans le même temps, j'ai eu la chance d'avoir une présentation du modèle Buurtzorg. Donc cette fois-ci plutôt une présentation du modèle Buurtzorg, qui du coup quelque part déclinait, ou en tout cas validait le fait que même dans le domicile, on pouvait être dans un fonctionnement d'entreprise libérée, ou en tout cas dans un fonctionnement d'équipe autonome. Voilà, donc c'est vraiment ces deux rencontres à l'automne 2017 qui m'ont engagé à aller là-dedans. Et puis après un alignement de planètes, puisque on a répondu à un appel à projet Fing qui était une boîte de numérique, et ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, pour être accompagné dans le cadre d'un accélérateur de projet. Et on a été retenu, et donc en janvier 2018, j'ai participé à 2 jours d'accélération, alors avec des startups pour la plupart, avec des porteurs de projets qui n'avaient rien à voir avec mon association d'aide à domicile, avec des mentors, avec des consultants. Les 2 jours d'accélération ont permis de valider ce projet, et de pouvoir, et de repérer notre projet avec du coup un consultant de l'ANACT qui a proposé de pouvoir contribuer. Voilà. Donc du coup, il y avait plus qu'à dérouler ce projet. Alors pour la petite histoire, ou pour l'anecdote, un des retours qu'on m'a fait à l'époque, c'était de savoir si c'était mon projet, ou en gros de dire c'est intéressant ce projet, mais est-ce que vraiment les salariés sont en attente de contribuer à leur planning, de co-construire leur planning, et
est-ce que finalement, voilà, enfin, ça va leur faire une belle jambe de continuer à être payés avec des lance-pierres ou d'être payés au SMIC et de pouvoir choisir s'ils commencent plus tôt ou plus tard. Voilà. Donc j'ai bien gardé ça en tête. La suite a montré que évidemment les salariés avaient une vraie appétence à co-construire leur planning et s'y retrouvent complètement pour concilier vie pro, vie perso. Par contre, c'est vrai que moi j'avais gardé l'idée que il faudrait, si on proposait aux salariés de co-construire leur planning, de prendre des responsabilités, d'aller sur des missions plus diverses, il faudrait aller au bout de la démarche et valoriser ces missions, ces responsabilités. Ce qu'on a commencé à faire dans notre accord d'entreprise, en anticipation finalement de l'avenant 43, qui est venu complètement confirmer l'approche qu'on avait de la valorisation de ces métiers et du coup de la valorisation des métiers et des missions. Et du coup, voilà, aujourd'hui, l'avenant 43, c'est un outil tout à fait idéal pour permettre de valoriser au-delà des diplômes et de l'ancienneté la prise de responsabilité, notamment par des salariés qui se sont engagés à pleines dents ou à plein pardon dans Libérer nos énergies. Juste préciser que l'avenant 43, donc c'est un avenant de la convention collective qui est applicable à ton secteur d'activité, à ta branche professionnelle, et qui a permis une reclassification des salariés intervenants et support les administratifs, mais aussi une revalorisation salariale. C'est aussi un avenant qui introduit cette notion de parcours professionnel qui était déjà présente, mais qui est aujourd'hui, on va dire, reconnue et encouragée par cet avenant conventionnel. On est en 2017, c'est le début officiel, on va dire, de l'aventure de Libérons nos énergies, qui prend racine dans l'intuition, les convictions que tu avais exprimées déjà en 2009. Si on devait définir Libérons nos énergies aujourd'hui en une ou deux phrases pour, j'ai envie de dire, inspirer les autres, qu'est-ce que tu en dirais? Alors, en deux mots, c'est confiance et autonomie, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou en trois mots, confiance, autonomie, valorisation. Et Libérer nos énergies, finalement, c'est l'application au secteur du domicile ou au médico-social, donc qui est un secteur réglementé, qui est un secteur avec un certain nombre de responsabilités, l'application non pas de l'entreprise libérée, mais de faire sauter un certain nombre de verrous, de carcans qui sont délétères dans ce qu'on appelle le manque d'attractivité aujourd'hui des métiers, dans des difficultés d'organisation. Voilà, donc libérons nos énergies, ça répond à tout ça. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est notre atout marque employeur. On est dans le département la seule association qui développe son activité. Nationalement, on fait partie des associations qui sont dans des dynamiques de développement. En 2021, on a augmenté l'activité de 8%. En 2022, on a augmenté l'activité seulement de 2,5% pour cause de Omicron et une vague de coronavirus encore à deux reprises, donc trois vagues dans l'année, globalement. Et en 2023, sur le seul mois de janvier, on est déjà à plus 13% d'activité. Dans un secteur, Geoffroy, où, rappelons-le, au global, c'est un secteur qui aujourd'hui perd de l'activité du fait notamment de cette crise inédite de recrutement et cette problématique d'attractivité des métiers. Donc, finalement, Libérons nos énergies se traduit concrètement par le chiffre, c'est-à-dire ça a permis aujourd'hui à ADT d'être une des rares structures qui est en croissance. Oui, alors après, je n'ai pas je n'ai pas un seul indicateur qui serait l'augmentation de l'activité, même si je trouve que c'est important. Enfin, au regard des besoins exponentiels, je ne vois pas comment on peut se satisfaire dans notre secteur de rester à périmètre constant. Pour autant, le fait d'augmenter en quantité d'activité ne veut pas dire que on n'a pas des objectifs de qualité. Et en tout cas, ce fonctionnement-là, il permet aussi d'améliorer la qualité de nos prestations, puisque les salariés sont responsabilisés. Hier, j'ai une collègue qui me demandait, mais ça sert à quoi le salarié référent?
Et en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les salariés sont tellement investis, tellement en veille, tellement précautionneux auprès de leurs usagers, que quand dans une équipe de 3 ou 4, on nomme un salarié référent, ça fait pas complètement sens pour les autres qui se sont pas désinvestis de la contribution au projet personnalisé ou à la bonne marche de la prise en charge de la personne. Voilà, et je trouvais ça intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Aujourd'hui, les salariés sont en capacité de modifier leurs horaires de passage, leurs jours de passage, presque leur fréquence d'intervention, en lien évidemment avec la responsable de secteur pour rester dans le plan d'aide. Et ça, bah, ça répond parfaitement à la qualité de la prestation. Et on a un autre indicateur qui est tout à fait pertinent ou intéressant, c'est que quand on regarde dans les motifs d'appel tous les appels d'erreurs de planning, de renvoi de planning, de porte close, de mécontentement par rapport à des choses, enfin à des informations qui ne seraient pas bien passées, en fait, ces motifs-là, ils ont complètement disparu de la circulation.